Madame, Monsieur, bonsoir. Après le Nord et Yaoundé dans la région du centre, l'épidémie menace de se propager sur l'ensemble du territoire camerounais. Selon André Mamafouda, ministre de la Santé publique au Cameroun, en date du 14 juillet, le bilan est de 43 cas traités et 6 cas, comme ça, de décès. C'est le fait du jour, Madame, Monsieur. Nous parlerons bien évidemment donc du choléra. Dans cette haute édition de Equinox ce soir, nous reviendrons également sur cette décision du ministre de l'administration territoriale qui a choisi, on va le dire comme ça, 16 hommes. Au sein de l'Union des populations du Cameroun, il désigne le secrétaire général Robert Bapolipot comme la seule personne habilitée à parler au nom de ce parti. Pour le Manidem, c'est Anissé Kané et Woni John pour le CPP. On va également faire un tour du côté de l'ECAM pour faire le bilan des candidatures déposées jusqu'à ce jour. Ils sont donc au total 11 à vouloir briguer pour la présidentielle d'octobre 2018. On en parle avec Alain Djipou, il est journaliste. Alain Djipou, bonsoir. Bonsoir Serge Jotou et merci pour l'invitation. Voilà. Il y a également Flavien Valondongo. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à tous les téléspectateurs. Je dis, vous êtes spécialiste des questions de santé sur Equinox Télévision, c'est bien cela? Vous ne vous trompez pas. Voilà, c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Flavien Valondongo. Voilà, Flavien Valondongo, je vais commencer avec vous. Faites-nous la cartographie de cette épidémie. Ça a commencé où? Alors, selon des sources médicales, comme vous le savez, tel que vous l'avez d'ailleurs constaté, tout est parti de la région du Nord, où il y a eu plusieurs cas de choléra enregistrés de ce côté-là. Bien entendu, après le Nord, c'est le centre qui a pris le pas, la région du centre beaucoup plus à Yaoundé, et après Yaoundé, c'est désormais Douala, avec un cas qui a été également, qui n'est plus un cas suspect, mais c'est un cas confirmé, mais qui a été quand même vite rattrapé parce que, avec les déclarations des médecins qui l'ont vite récupéré lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, puisqu'il s'agit d'une dame âgée d'environ 30 ans, qui faisait des diarrhées à longueur de journée. Selon bien entendu les médecins, il faut aller au sel 3 fois par jour. Plus de 3 fois en 3 jours, ça permet déjà de suspecter le cas de choléra chez celui qui fait ces gestes-là, avec ou sans vomissement, donc on peut comprendre qu'il y a un cas suspect. Donc c'est ce qui est arrivé, et là nous sommes à Douala avec ce nouveau cas, et qui n'est pas pour alarmer, en tout cas la région du littoral comme on le sait, mais simplement pour dire que c'est un autre cas de choléra qui arrive, et tout cela arrive en saison pluvieuse. Vous l'avez constaté. Oui. Donc au nord, parce qu'il pleut en ce moment, dans la région du centre, il pleut également, dans le littoral, il pleut aussi. Et tout ça va de manière évolutive. Voilà. Voilà. Justement, Alain Djipou, ça vous inquiète cette situation? Parce que les derniers cas, c'était ça remonte en 2010, je crois bien. Naturellement, c'est une grosse préoccupation, surtout que si on fait un flashback dans l'histoire, on va quand même s'apercevoir qu'à un moment donné, on nous a longtemps bassiné les oreilles avec un concept finalement oiseux de santé pour tous à l'an 2000. 18 ans après, on est en train de pleurnicher après des cas de choléra qui font fureur. Donc je crois qu'il y a une nette reculade sur ce plan-là, que cette maladie qui est liée à l'hygiène soit récurrente, pour ne pas dire une épidémie récurrente sur la place Cameroun en cette année de 2018. Pour moi, ça ne s'explique pas, et ça dénote tout simplement de ce que le système sanitaire a quelques problèmes. Ok. Il nous a rejoint sur ce plateau, lui c'est Anissé Kané. Vous venez, on l'a appris il y a quelques instants, vous avez été, on va le dire, rétabli, c'est ça? Par le ministre de l'administration territoriale. Vous êtes la seule personne qui parle au nom du Manidem. Au nom du Manidem. Oui. Ok. Voilà, on en parle en deuxième partie. Bienvenue sur le plateau. Merci, merci de m'avoir invité. Oui, on parle d'abord de santé, hein. Oui. Un problème de choléra, hein. Oui, absolument, c'est un problème crucial. Surtout que ce début d'épidémie intervient en saison de pluie, et la pluie charrie les détritus et les microbes. C'est pour cela que ça pose problème lorsque cette épidémie débute en saison de pluie. Ce que je voulais dire, c'est que bon, le gouvernement a pris certainement des mesures. Oui. Je veux dire que
la récurrence des épidémies cycliques montre bien qu'il y a un problème. Et je crois que le problème vient en amont, à savoir l'insalubrité dans nos villes, bien sûr dans nos campagnes, et l'incapacité pour le moment à maîtriser la collecte des ordures, l'assainissement des urbains. Moi j'habite en plein centre de Douala, mais pas loin. Les canaux qu'on a creusés tout au long de la ville sont souvent remplis, débordent et vont engloutir les maisons parce que certains puissants ont bâti sur les canaux, les ont bouchés pour récupérer, etc. Donc ça pose un problème de santé publique et d'organisation de la salubrité dans notre pays. Voilà. Flavien Dogo, Anissé Kane parle de cette défaillance-là au niveau de la récupération des ordures ménagères. Vous qui avez également travaillé sur ce domaine, est-ce que la chose est d'autant plus inquiétante, parce que nous sommes en saison de pluie, que la société en charge d'enlever ces ordures, on voit que ça ne va pas très fort ces jours-ci. Enfin, un coup, il travaille, après, on voit des montagnes d'ordures. Oui. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Les téléspectateurs, je voudrais dire, le grand public a constaté lui-même que la société en charge de l'enlèvement des ordures a failli à un niveau très élevé parce que on a annoncé à grand renfort de publicité la présence de ces engins qui sont arrivés après plusieurs mois déjà, de cris et des larmes des populations qui n'arrivaient plus à respirer aisément. On a cru que ça allait apporter quelque chose de positif, en tout cas en parlant de changement au niveau de ces ordures, mais seulement depuis que ces camions sont arrivés, rien n'évolue pratiquement à tous les niveaux, à tous les carrefours. Le président Anissé Kane l'a dit, à tous les carrefours, lui qui est voisin, en tout cas à quelques tas d'immondices, on observe également, que ce soit à Bonanjo, à Bonapriso, dans pratiquement tous les quartiers de la ville de Douala. Alors, avec la saison pluvieuse, je le disais encore, il y a que les bactéries, les microbes qui sont enfuis dans le sol sont obligés de remonter sur la surface. Et pour des familles qui ne respectent pas des mesures d'hygiène, il y a des risques d'attraper des maladies hydriques. Et beaucoup plus le choléra, comme c'est le cas en ce moment. Donc, à partir de tout cela, ces ordures, également ces marécages qui sont aussi à proximité de nos maisons, vous savez bien que Douala, beaucoup plus le 5e arrondissement de la ville de Douala, est l'arrondissement qui a le plus grand nombre de zones à risque. On l'a annoncé plusieurs fois, les ministres, les patrons, les membres du gouvernement sont descendus pour essayer de l'expliquer. Donc, et le cas qui a été détecté à Douala et confirmé par après sort de Ndorbon. C'est un quartier de la ville de Douala et c'est dans le 5e arrondissement. Donc vous constatez que tout cela peut contribuer à ce que l'on continue d'enregistrer le nombre de cas de choléra dans les grandes villes. Si à Douala aujourd'hui prend le relais, qui sait, ça peut être Boya ou encore Bamenda et peut-être aussi Ebolova. Donc ça fait quand même problème, ça prend de l'ampleur à une certaine période et à une certaine saison. Voilà, une étude réalisée en 2010 à l'Indipo, en plein cœur des épidémies, on a vu ce qui s'est passé en 2010, prouve comme ça, confirme que le faible accès à l'eau et la mauvaise qualité même de l'eau peut entraîner le choléra. Naturellement, au-delà des ordures. Le choléra est une maladie, on dit, hydrique. Oui. Et donc, d'autres disent que c'est une maladie de la honte. Oui. Parce que c'est la saleté. Oui, et puis, plus techniquement, on parle de maladie périfécale. Oui. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est une maladie qui résulte des souillures. Et si on veut, des règles, de l'inobservance des règles d'hygiène élémentaires. Nous mangeons sans laver les mains au savon. Nous consommons nos légumes, nos fruits sans les nettoyer au préalable, etc. Et donc, bienvenue le choléra. Ça veut dire tout simplement qu'à un moment donné, on a le sentiment que le message ne passe pas véritablement. Parce qu'on ne peut pas quand même comprendre que chaque année, qu'il y ait une forte campagne de mobilisation, de sensibilisation pour que les gestes élémentaires d'hygiène soient intégrés dans nos us et comportements. Et finalement,
au terme de tout ce ramdam, on se rend compte que les habitudes ont toujours la peau dure. Les gens sortent des toilettes sans se laver les mains et foncent sur un plat de nourriture ou bien sur un fruit quelconque. Et donc, tous ces actes, tous ces gestes sont de nature évidemment à faire en sorte que le choléra s'installe durablement chez nous. Et malheureusement, ce n'est pas un sujet qui devrait être une préoccupation aujourd'hui, parce que de mon point de vue, il y a des maladies plus sérieuses que le choléra qu'on a pu combattre avec les moyens mis en place par les pouvoirs publics et tout. On ne devrait pas être aujourd'hui à pleurnicher, comme je l'ai dit tout à l'heure, derrière les cas de choléra. Parce qu'en réalité, ça relève des questions d'hygiène, c'est-à-dire de comportement individuel. Anissé Kané, l'État a failli un peu? Beaucoup, pas un peu. Non, moi je ne suis pas tout à fait d'accord de dire que c'est le non-respect des règles d'hygiène. Le choléra germain ne se déclare pas dans les villages. Et pour avoir un peu vécu dans les villages, ces soi-disant règles modernes d'hygiène ne sont pas monnaie courante. Le choléra est la conséquence de la non-adaptation de la société au développement de grandes agglomérations. Et si on avait maîtrisé le développement de nos agglomérations avec de l'eau, on est encore à avoir des pluies en plein centre-ville, des pluies qui reçoivent donc des eaux usées, manque d'assainissement, les inondations, etc. Ça, c'est la cause des problèmes d'épidémie. C'est-à-dire que les villes se sont développées, le pays a pris, les campagnes se sont un peu vidées pour arriver vers les villes, et la société, le gouvernement, disons ça ainsi, n'a pas pu suivre cette évolution de l'habitation, de la sédimentation des populations. Parce que s'il y avait de l'eau potable de la SNEC ne donne pas le choléra, puisqu'elle est traitée au chlore ou à l'eau de javel. C'est parce que les gens n'ont pas accès dans les villes à cette eau qui biologiquement est saine, même s'il y a des dépôts du fait de mauvaises canalisations, il n'y aurait pas le choléra. Mais vous allez en plein centre-ville de Douala, à Yaoundé, à Garoua, les gens puisent de l'eau à boire dans des puits non sécurisés. Donc il faut dire que l'administration, le gouvernement, depuis des années, est responsable de la non-adaptation de l'évolution de la situation dans nos villes et campagnes. Voilà. Mais je voudrais quand même repréciser une ou deux choses pour dire que effectivement il y a des problèmes liés à l'urbanisation, il y a des problèmes liés à l'assainissement de la vie, les voiries, l'hygiène, et fondamentalement le choléra c'est d'abord une maladie dite de la saleté, des questions élémentaires d'hygiène, il faut le dire. Mais à côté de ça, il y a d'autres facteurs qui sont conjugués pour en faire une épidémie. Donc je voudrais, à la suite du président du Madidem, que cela soit dit ainsi. Alors, Fabien, je voudrais dire quelque chose. Souvenez-vous que... Après, on va passer à l'autre, une seconde cause. Hein, oui, souvenez-vous que les premiers cas de choléra au Cameroun ont été détectés en 1971. Oui. Et depuis... Dans quelle région? C'était dans la région du centre, c'était la province à l'époque, bien entendu. Alors, mais on a pu maîtriser la situation. Mais après ça, il y a eu plusieurs cas d'épidémie. Des épidémies qui sont multipliées après quelques temps parce que justement, tel que le président Anissé Kané le révélait, dans des grandes villes, c'est dans ces grandes villes que se trouvent justement les différents cas de choléra que l'on enregistre. En campagne, c'est difficile. Avec tout ce qu'on sait, on sait ce qui se passe. Les rivières du village qu'on utilise pour tout. Quand je dis pour tout, on se comprend un peu. Mais on n'arrive pas à comprendre que dans ces villages-là, on ne parle pas de choléra. Mais en ville, il y a le choléra. Qu'est-ce qui fait véritablement problème? Voilà, je pose la question au président Kané. Pourquoi en ville, le phénomène est plus visible dans les cités? Dans les villages, il y a un traitement... Comme il a dit, Flavien, il y a la rivière du village naturel des eaux écologiques de l'environnement. C'est vrai. Oui. Ce n'est pas un hasard que ça ne se déclenche pas dans nos villages qui n'ont pas l'eau potable qui sort des sociétés de distribution d'eau.
Parce qu'il y a un comportement naturel écologique, et la nature aidant, on traite les ordures, on traite les souillures. Ce qui devient plus difficile lorsqu'il y a une concentration des populations et une non-adaptation des infrastructures à cette augmentation de la population. Donc c'est un retard pris par rapport à l'accumulation des populations dans les centres urbains. C'est quand même impensable que dans une ville comme Yaoundé, en plein centre-ville, quand il pleut, le centre-ville est inondé. Bon, on s'en habitue, mais c'est inimaginable. Et ça dure... Malgré les travaux d'Hercule que le délégué du gouvernement est en train d'engager. Depuis des dizaines d'années, vu au-dessus des autorités. C'est impensable d'imaginer ça. C'est impensable qu'à Douala, quand il pleut, les matelas sont en train de... Ils sont volants. Volants, etc. Des quartiers entiers sont... C'est impensable. Et on n'est pas dans une cuvette. On est au niveau de la mer. Ça pose un problème. Voilà. Oui. Serge, autant pour moi. Je voudrais ajouter au développement du président Anissé une autre idée en rapport avec... naturellement. Anissé Kane, c'est plus convivial. Voilà. Merci. Donc, je voudrais ajouter à la suite d'Anissé Kane qu'il y a un autre facteur. Tout à l'heure, on a évoqué la prolifération des ordures. Mais il faut dire à ce sujet qu'il y a une entreprise de la place qui semble déborder. Et le problème est ailleurs. Tout à l'heure, Flavien Valendo a évoqué. Mais il faut dire quand même que c'est la résultante de la situation de monopole. Vous savez que dans notre... L'entreprise est débordée? Oui. Non seulement elle est débordée, elle est la seule qui s'occupe de l'enlèvement des ordures, le traitement des ordures ménagères. Est-ce que c'est un problème? C'est un gros problème. Je voudrais justement le problème. Je voudrais paraphraser le directeur général. Qui ne sont pas payés. Je voudrais paraphraser le directeur général qui a dit un jour, même s'il y a la concurrence, ce n'est pas l'autre entreprise qui fera le travail, en tout cas de la meilleure des façons, puisqu'ils ont un problème, le non-paiement des factures par le gouvernement. Donc, ce n'est pas l'autre entreprise qui va bénéficier des factures, puisque... On sait jamais. Sauf si il y aura un système magique qui permettra à cette entreprise... Le problème, c'est qu'à un moment donné, on a le sentiment que les collectivités territoriales décentralisées, les mairies, qui ont, je crois qu'on appelle ça des services d'hygiène et de salubrité en leur sein, se sont défaussés carrément sur cette entreprise-là. Il n'est plus évident d'aujourd'hui de voir les services d'hygiène sillonner nos rues pour dératiser. Vous voyez comment la ville de Douala est inondée de cafards, de rats, de moustiques. On voit ça. Alors vous n'allez pas me dire, et à côté de ça, on a des immondices, des tas d'immondices partout qui jonchent les rues, au vu au su de tout le monde. On ne peut pas me dire que le problème, c'est simplement un problème de financier, de paiement, de factures à Isaac. Bon, je ne voudrais pas la nommer, cette entreprise ici. Mais je voudrais quand même... Je voudrais quand même dire que... Tout le monde la connaît. Bon, évidemment, je voudrais quand même dire que si ce secteur qui est un nouvel Eldorado économique, parce que le traitement des déchets, je parle sous le contrôle de M. Ndongo, c'est une richesse. Oui. Donc, si on n'ouvre pas ce secteur à la concurrence, ça ne peut pas marcher. C'est à côté de la concurrence, on peut plutôt passer à autre chose, oui, à la transformation de ces ordures. Ça permettra qu'on ait soit de l'énergie, qu'on ait du gaz domestique, bien entendu. Donc, si on reste sur la biomasse, le phénomène de la collecte... On va rester, Président Daniel, avant de passer à l'autre cause du choléra. La communauté urbaine de Douala est actionnaire à Isakam. Donc, l'histoire de non-paiement de facture, moi, ça me pose un problème. Parce qu'elle est partie prenante dans Isakam. La communauté urbaine de Douala est actionnaire au sein d'Isakam. C'est elle qui doit payer les factures d'Isakam. Ça me pose un problème. J'ai l'impression qu'il y a en dessous des batailles qui n'ont rien à voir avec l'intérêt et de la société, encore moins des usagers. Comment peut-on tenir en otage l'ensemble d'une population sous prétexte que
les copains qui sont dans la même entreprise ne se paient pas les factures. Moi, c'est ce genre de justification me gêne. Oui. Vraiment, si Isaac Am doit marcher et que c'est son actionnaire, l'un de ses actionnaires qui doit payer les factures, ça devrait au contraire aller assez facilement. Voilà, c'est valable pour la communauté urbaine de Douala que pour celle de Yaoundé. Absolument. Oui. Justement, on va rester sur les causes. On a parlé des ordures, on a parlé de la qualité de l'eau, et il y a un phénomène qu'on semble oublier, la défécation à l'air libre. Ah ouais. Ouais. Voilà, Flavien Dobo. Souvenez-vous également qu'il y a eu un reportage. C'est une habitude, hein, surtout pour les populations du secteur, et même à Douala. Il y a eu un reportage qui a été réalisé et diffusé sur les antennes d'Equinox il y a peut-être 2 à 3 mois aujourd'hui, qui a été fait au Pont Noir. Oui. Pour ceux qui connaissent le Pont Noir, c'est lorsque vous partez du marché des fleurs pour Yassa. Alors, à cet endroit, les gens ont construit des latrines juste au-dessus du conduit d'eau. Oui. Voilà. Donc, alors, ce n'est plus des fosses que l'on creuse comme d'habitude pour avoir des latrines de qualité, mais cette fois, on construit justement au-dessus du... Sur pilotis, sur pilotis, justement. Oui. Alors, c'était un reportage savamment mené, qui a très édifiant, qui a permis de constater que on a perdu la notion, je voudrais dire la culture des latrines de qualité. Même si au village, il y a encore des latrines traditionnelles, mais en ville quand même, on peut construire un truc un peu beau. On a souvent vu à certains endroits où il n'y a pas les cours d'eau, mais à cet endroit, il n'y a pas que là-bas. Nous sommes allés à Makape Misoka une fois, réaliser un reportage. C'était toujours les mêmes images qu'on voyait, comme si les gens pensent que en le faisant, c'est pas un risque qu'ils courent. Le risque reste permanent. Ce sont les mêmes eaux qui coulent partout dans la ville, et tout cela peut créer tout ce qu'on décrit aujourd'hui, c'est-à-dire le choléra. Oui. Mais gouverner, c'est prévoir. Hein. L'organisation de la ville revient aux autorités. Je crois que il y a actuellement des procédés scientifiques qui permettent d'évaluer l'évolution de la sédimentation des populations de la ville de la campagne vers la ville. Donc les autorités sont responsables de l'organisation de la vie dans la société. C'est eux qui doivent prendre toutes les dispositions pour que dans la ville, chacun ne fasse pas ce qu'il veut. Oui. Donc on ne peut pas dire, bon, ben les gens viennent, ils font n'importe quoi. Mais qui est responsable du fait que les gens fassent n'importe quoi? C'est l'autorité. La communauté urbaine de Douala devrait imposer les populations à faire des latrines modernes. Elle a une légitimité d'autorité administrative pour le faire. Oui. L'organisation et la répression. Donc, on ne peut pas dire, ah ben les Camerounais sont devenus ça. Ça ne tient pas du tout. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Si on organise la vie de telle manière que, on peut organiser la vie, je veux dire, de telle manière que ce genre de pratique ne puisse pas avoir lieu, puisque les gens trouvent une réglementation, une organisation et une répression telle que si on en sort, on est puni. Mais si c'est le laxisme total, bon, on s'occupe que des beaux quartiers, tous ceux qui viennent du village peuvent s'entasser où ils veulent, loger où ils veulent. Mais vous savez, les pauvres, ceux qui n'ont pas moyen, s'installent là où ils peuvent, hein, et ceux qui en ont, là où ils veulent. Donc il faut tenir compte de cela. Alain Dipou a évoqué le cas des services d'hygiène et salubrité, en tout cas, dans des communes et autres. Oui. Il me souvient qu'à une certaine période, ces services avaient pour rôle de parcourir des quartiers et autres, contrôler les latrines, l'état des latrines en fait. Ça se faisait avant. Ça se faisait avant. La dératisation. La dératisation telle qu'il a évoqué. Ces habitudes ont disparu aujourd'hui. Raison pour laquelle on voit ce que j'ai essayé de décrire tout à l'heure, les gens qui créent, en fait, qui construisent il y a même un qui m'a dit que lorsqu'il pleut, c'est un moment béni pour eux. Ils ouvrent et ils permettent à ces déchets-là de se jeter dans le vourier. Les géologues disent que le sol de Douala n'est pas approprié, en tout cas pour les latrines de qualité, parce que il faut beaucoup de moyens. Le sous-sol de Douala est tellement humide que lorsque vous creusez 1 mètre, vous êtes déjà sous l'eau. Oui. Alors il faut beaucoup de moyens, c'est-à-dire aller au-delà de cette phase-là qui vous permet aujourd'hui il faut aller peut-être à plus de 10-15 mètres
pour avoir un sol de qualité et construire une latrine de qualité également. C'est pour ça que même les fosses qui sont également construites aujourd'hui parviennent souvent à s'asseoir, pour dire, ouais, parler comme pour parler comme des maçons essaient souvent de le dire. Alors c'est un véritable problème également. C'est un spécialiste qui l'a évoqué, qui a expliqué ce phénomène-là. Donc c'est également un autre souci. Flavien Dogo, à Douala, au niveau de la région de littoral, combien de cas déjà de choléra? Un seul cas confirmé. Un seul cas. Mais il y a des cas suspects qui sont en examen en ce moment. Oui. On a parlé dans des formations Congo 2. Aujourd'hui, Congo 2, c'est également un autre hôpital, une autre formation sanitaire de la ville de Douala. C'est des cas encore non confirmés. Et même le cas de la dame qui est aujourd'hui hors de danger, c'est également un cas qui n'a pas été révélé de manière officielle, mais les sources médicales le font savoir. Et tous sont d'accord, mais on attend simplement qu'il y ait une déclaration officielle que le choléra est à Douala. Pourtant, la maladie est là. Alain Djipo, c'est inquiétant quand même, hein? Surtout qu'il pleut ces derniers temps. Non avec tout ce tableau qu'on a brossé là. Non seulement il pleut, mais on a aussi le sentiment que la ville les autorités de la place sont débordées. Oui. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Parce qu'au-delà pourquoi il leur manque quoi, les moyens? Vous Pourquoi savez, ils sont débordés? C'est quand même impensable que les gens construisent des logements sans penser aux latrines. Oui. Je ne sais pas si humainement on peut vivre sans passer un seul jour aux toilettes. Oui. Donc, comment ça se fait qu'on s'installe au vu au su des autorités qui délivrent même les plans d'habitation et autres, les permis de bâtir et autres, sans qu'on ne fasse des contrôles inopinés pour savoir si les latrines correspondent aux normes minimales exigées. Donc c'est quand même, au-delà du confort, hein, Anissé a dit que les gens choisissent quand ils ont les moyens d'aller loger où ils veulent. Bon, en ville, avec les temps qui sont particulièrement, en ce moment de Ramadan financier, c'est du sauf qui peut. Maintenant, pour contenir toute la masse prolétarienne qui est ici à Douala, qui afflue tous les jours. Moi, je pense que le pouvoir public devrait, à un moment donné, mettre un terme à leurs dépenses maladives là, pour regarder un peu de ce côté et prendre à bras le corps, n'est-ce pas, les questions de logement, parce que derrière les questions liées au logement, il y a des questions liées à la santé, à l'hygiène et la voirie, tout ça là, c'est un faisceau de relations qui sont, de connexion même, j'allais dire. Donc tout ça là mis ensemble, ça fait que on est comme dans un cul-de-sac dans la ville de Douala. Bon, on va prendre une petite respiration, le fait du jour, et on continue avec ce fait du jour qui est le choléra, qui est déjà dans la ville. Il faut le dire comme ça, la ville de Douala. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas aller à l'affolement. Oui. D'abord parce que le choléra se traite correctement. Dès qu'il est détecté, oui. en 2 ou 3 jours, on peut être hors de danger. Voilà, on va voir tout ça dans un instant. On prend cette légère pause. Docteur. Voilà, retour sur le plateau de Éclair Soir, toujours en compagnie de Anissé Kane. Anissé Kane, bonsoir. Bonsoir. Alain Djipo, bonsoir. Bonsoir Serge Outou. Flavien Valondongo, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Voilà, il y a eu une réunion au niveau de Douala par rapport à l'épidémie. Oui. Qu'est-ce qui a été dit de ce côté? Les autorités sanitaires Qui était acteur de cette le délégué régional de la santé pour le littoral avec ses proches collaborateurs, oui. et ainsi que les responsables des formations sanitaires de Douala, parce qu'il y en a 9 districts de santé à Douala. Alors, tous ces responsables se sont retrouvés hier pour trouver la stratégie simple. Comment faire pour contrecarrer l'épidémie dans le cas où on parlerait en tout cas d'épidémie dans la région du littoral, et peut-être à Douala déjà, puisque c'est à Douala que le cas a été détecté. Alors, il dit que la dame est hors de danger. Elle est hors de danger, en tout cas, elle est hors de danger, parce que... Mais elle vit quand même dans une communauté. Elle vit dans une communauté, et justement, en parlant de communauté, cette communauté a été donc, tout au moins,
a été prise en charge. Question de voir au bout de 5 jours si il n'y a pas de manifestation quelconque. Oui. Vous parlez également d'autres cas suspects et autres, parce que jusqu'ici, il n'y a pas encore eu, notamment dans son quartier, sa résidence précisément, et même dans l'environnement, on n'a pas encore révélé des cas suspects. Donc, je disais que au sortir de la réunion, sortir de la concertation, il ressort justement que chaque district de santé doit utiliser la méthode systématique de contrôle de tout ce qui arrive dans les formations sanitaires. Vous arrivez avec... Concrètement, c'est-à-dire si vous venez avec un mal de ventre, vous venez avec une histoire de petite diarrhée et autres, on devrait prioritairement vous prendre en charge. Question de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce que ce n'est pas un cas suspect de choléra? Donc tout cela, et en même temps, il y a des phases de sensibilisation dans ces formations sanitaires pour tout ce qui arrive. Vous savez, généralement, quand les gens arrivent, ils sont assis sur des bancs et autres. Alors, il y a des gens qui s'occupent, le personnel médical qui s'occupe de sensibiliser les populations sur les méthodes d'hygiène. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le choléra? Même si ce n'était pas le cas hier, c'est parce qu'il y a eu un cas qui a été révélé que les gens reprennent encore ces habitudes qui sont là depuis, c'est-à-dire informer, éduquer à tout moment des risques qui pourraient survenir dans le cadre de multiples maladies. Il n'y a pas que le choléra, il y a bien d'autres pathologies aussi. Donc, ce sont là quelques mesures qui ont été prises, c'est-à-dire que chaque formation sanitaire de Douala sensibilise et tout au moins analyser toutes les situations de mal de ventre ou diarrhée et autres qui pourraient survenir, que ce soit les enfants ou les adultes. Voilà. On va rester avec vous, Flavien Wallon-Dongo. Comment ça se manifeste? Alors, le choléra, je ne vais pas parler comme des médecins, puisque je les côtoie, mais j'ai quand même quelques notions parce que ce sont des médecins qui nous enseignent tout cela. Alors, une personne qui fait la diarrhée, je le dis de manière terre à terre. Alors, une diarrhée de toute la journée, qui va en selle plus de 3 fois. Oui. Une diarrhée chronique, il faut le dire. Diarrhée chronique, avec ou sans vomissement, il faut déjà aller à l'hôpital. Et à l'hôpital, on peut déjà commencer à soupçonner le choléra. 1 jour, 2 jours, le même rythme, ça prête à confusion de toute façon. On peut déjà penser en cas de choléra. Parce que ce sont là un peu des manifestations. Alors, vous faites de la diarrhée, vous allez 1 fois, vous allez 2 fois, vous allez 3 fois. En une seule journée, pour la même cause, le même système, de la même façon, il faut déjà soupçonner le choléra. Et les gestes de premier secours dans ce cas? Oui, les gestes de premier secours, tels que les médecins le disent, c'est qu'il faut déjà se déshydrater. Réhydrater, boire beaucoup d'eau salée. Et maintenant, aller très rapidement dans une formation sanitaire. Et là, le médecin vous dit ce qu'il y a lieu de faire par la suite, et pour circonscrire le mal. Voilà, président Canet. En réalité, le choléra tue par une déshydratation rapide. Oui. Donc vous faites une diarrhée, donc ça sèche l'organisme. En fait, même les diarrhées simples de dysenterie tue si on ne prend pas soin de réhydrater le malade avec du chlorure, du sel ou bien de Anissé Canet, depuis 2000, ça revient, je crois, de 2004, 2006, 2010, 2011, 2000. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le gouvernement n'arrive pas Parce que justement, à arrêter ça? Il n'y a pas une prise en charge du phénomène de façon continuelle. On attend les alertes, les débuts d'épidémie pour mobiliser les moyens. On devrait déjà inclure le choléra comme une maladie récurrente qui arrive d'un certain nombre de zones, et tous les ans, en début de saison de pluie, lancer une grande campagne de prévention des épidémies de choléra. Mais bon, tout ça provient de la non-organisation de la société. Vous savez, quand les gens ne prennent pas au sérieux leur travail de bout en bout, forcément, arrive l'incident et le bras combat, les ministres font des déclarations, etc. On en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai toujours vécu à Douala. Il y a toujours eu, bien au contraire, des mares d'eau. Mais il y avait eu des campagnes d'ératisation, de lutte contre le paludisme. On venait mettre de l'insecticide pour les moustiques, etc. Ça n'existe plus. Pourquoi? Nous-mêmes, quand nous étions plus jeunes, président Anissé Canet, on nous donnait quelques comprimés de Nivaquine pour combattre à l'école. Aujourd'hui, on a arrêté tout ça.
Mais bon, demandez déjà à la thèse, à ceux qui disent, propagent la thèse que l'État ne peut plus tout faire. L'État doit tout faire. C'est sa mission régalienne. Mais l'État, c'est qui? C'est nous, là? C'est tout le monde? Non. L'État, c'est pas nous tous. Non. Et un gouvernement. Nous payons les impôts pour qu'un certain nombre de services soient rendus à l'ensemble de la société. Ça ne soit pas dans la poche du ministre ou du délégué. Et ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas une faveur que le peuple exige. Ce sont les impôts. L'État a le devoir de veiller à la santé de ses citoyens. C'est pour ça que les citoyens payent des impôts pour lui donner le mandat et les moyens pour le mandat. Et si on le faisait avant, avec un budget qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui, on pourrait le faire aujourd'hui. Condition, bien sûr, que 40% ne remplissent pas les poches de ceux qui sont censés le dépenser pour nous. Voilà. À ce chapitre, je ne voudrais même pas qu'on évoque un problème de budget ici. Parce que quand on regarde le train de vie de l'État, c'est suffisant pour couvrir les besoins en termes d'équipement sanitaire. Largement. Donc, ce n'est pas un problème d'insuffisance de moyens, c'est un problème de volonté politique. Derrière cette affaire, il y a un manque de volonté politique pour permettre aux Camerounais lambda de vivre dans des conditions sanitaires idoines. Je dois rendre à César ce qui est à César. Madame Founing, du RDPC, tout le mal que je pense du RDPC, mais lors des campagnes électorales, elle prenait de temps en temps sur elle, avec l'argent bien sûr des contribuables, de faire des forages à Bipanda. Des forages sérieux, pas ce que les gens font dans les quartiers, avec de l'eau contrôlée, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher la nappe phréatique et contrôler. En général, au foie, ça se contrôle. Quand nous étions tout petits, on les a supprimés, il y avait des bornes fontaines à la disposition, si tu ne disposes pas les moyens d'amener de l'eau courante chez eux. On a dit que l'État ne peut pas tout faire. On a cassé les bornes fontaines, on a donné ces sociétés à des capitaux privés. On a été obligé de faire le constat aujourd'hui qu'il valait mieux que ça soit encore dans le portefeuille de l'État. Donc vraiment, il ne faut pas attendre la catastrophe avant de se ressaisir. Ok. Flavien Dogo, vous parlez on dit que le choléra, c'est la maladie de la honte, les mains sales. Qu'est-ce qu'on doit faire donc? On ne dit pas. Arrêter de saluer les gens? On ne dit pas. Vous-même, vous constatez que lorsque vous négligez des mesures d'hygiène, vous êtes frappé. Pas forcément par le choléra. Vous pouvez avoir un mal de ventre parce que vous êtes resté la typhoïde et autres. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Je voudrais paraphraser le ministre de la Santé, en tout cas, qui disait encore il y a quelques jours, lorsqu'il allait parler, en tout cas, il parlait de ce choléra du côté de Yaoundé, il disait qu'il faut prendre la peine. Prenons la peine de nettoyer tout ce que nous avons à consommer. Tout ce que nous avons, des fruits, nous aimons bien des fruits. Nous allons au marché, tout se vend en même le sol. C'est déjà un problème quand même. Et lorsqu'on prend ce qui se vend en même le sol, on a parlé des ordures en début de problème. On peut déjà, on achète ça, on va chez nous, avant de consommer, il faut laver, de préférable en ajoutant un peu de gouttes d'eau de javel. Donc c'est déjà quelque chose. Lorsqu'on va aux latrines, on revient, on doit se laver les mains. Lorsqu'on quitte la maison le matin, on passe toute une journée à l'extérieur, on salue monsieur tout le monde. On revient, avant de manger quoi que ce soit, on doit se laver les mains. Ce sont des mesures simples. On ne devrait pas aller à une faculté pour apprendre à se laver les mains et comprendre que si on ne se lave pas les mains, on peut tomber malade. Ça devrait être enseigné, même si aujourd'hui... C'est enseigné à l'école primaire. C'était enseigné. Oui. Allez-y voir, on n'a plus le cours de morale qu'on enseignait à l'école. Même de l'hygiène. De l'hygiène, oui. Avant d'arriver, ou quand on sort de l'école, on doit se laver les mains. Bref, c'est ça. Il faut cultiver la propreté. Voilà. Et Alain dit pour le danger donc partout, on va dans les cyber, les claviers, tout ça, les téléphones, on salue des gens à longueur de journée. On doit se laver les mains tous les coups là. Oui, les claviers, on va aux toilettes publiques et ainsi de suite. On doit se laver les mains à tous les coups. Au-delà de ces gestes élémentaires individuels, je pense que
les pouvoirs publics seront interpellés. Il faut assainir. Parce qu'effectivement... les pouvoirs publics vont vous laver les mains. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que les responsabilités sont partagées. Oui. Nous, en tant qu'individus, nous avons notre grosse part de responsabilité. À savoir que nous mangeons des fruits sans les laver. C'est pas bon. Donc nous devions changer de comportement désormais. Si nous n'avions pas l'habitude de laver les mains avant de manger, de consommer, il faudrait qu'on s'adapte à la nouvelle donne. Maintenant, en ce qui concerne les pouvoirs publics, moi je voudrais, parce qu'en fait, on a examiné des facteurs dont la conjugaison favorise le déploiement des maladies, la recrudescence des maladies hydriques. On a évoqué les questions liées au logement, des questions liées à l'hygiène, des questions liées aux ordures ménagères, l'enlèvement des ordures ménagères. Tout cela relève, n'est-ce pas, de la responsabilité des pouvoirs publics. Donc les politiques publiques en charge, n'est-ce pas, d'assurer un minimum de confort social au peuple camerounais, sont grandement interpellés par ces questions de maladies qui vont et reviennent. C'est quand même, j'ai envie de vous paraphraser, mon ami Otou, dit que c'est une maladie infamante. Le choléra. Oui. En plein 2018, on en vient encore à parler du choléra dans ce pays. Il y a un grand homme politique qui disait quelque part hier que si on parle du choléra au Cameroun aujourd'hui, on n'est pas loin de parler de la peste. C'est tout comme, parce que c'est lié. Oui, Anissé Kané. J'ai appris il y a quelques jours que le taux de prévalence du sida a baissé de 1%. 1%. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on s'organise, on peut lutter efficacement. Tout en rappelant que sur le plan national et selon l'enquête menée par Kamchia, oui, qui semble quand même une structure fiable, sur le plan national, le taux de prévalence est de 3,3%. Oui, on peut y arriver. On est parti de 4,3. Alors que la transmission du sida est peut-être plus difficile à contrôler que celle du choléra. Je veux dire que si les mesures appropriées sont prises de façon permanente, qu'on surveille l'assainissement de nos agglomérations, qu'on cure les caniveaux, qu'on réglemente les permis de bâtir, qu'on contrôle la construction des latrines, qu'on contrôle ce qui se passe dans les quartiers, au lieu de laisser au laxisme, tout en créant des comités de bas du RDFC dans ces quartiers. Si on contrôle tout ça, on n'aura pas des épidémies de choléra. Voilà, donc que les services d'hygiène et salubrité de ces communes et autres travaillent véritablement. Je le dis parce que Ndongwa a tendance à dire que on veut disculper les habitants. Oui, mais ça fait des années que on ne prend pas toutes ces mesures de laver les mains systématiquement, mais le choléra n'est pas là tout le temps. Oui. Ça veut dire que le choléra vient et à un moment précis. Il vient de pluie, non? Il vient forcément, saison sèche en même temps. Bref, les deux saisons sont propices à... Non, c'est pas la pluie qui amène le choléra. Non, pas du tout. En fait. Voilà. Ça favorise simplement. Absolument. C'est la mauvaise organisation de la société dans les agglomérations. C'est le non-respect de la réglementation et la responsabilité des pouvoirs publics dans cette réglementation qui fait en sorte que des facteurs secondaires entraînent l'épidémie. Donc, en dernière analyse, les pouvoirs publics sont interpellés pour faire en sorte que le choléra ne revienne pas. Voilà, justement, je vais vous lire cette déclaration du ministre André Maman Fouda. Il reconnaissait déjà l'endémicité du choléra. Il dit ceci, on était en 2015. L'endémicité du choléra est effective. En réalité, dans tout le pays, il y a des signaux sur la qualité de l'eau, des aliments, dans nos marchés, l'état des lieux d'aisance et même de leur absence qui laissent transparaître la présence latente du choléra. Et il suffit que les populations ne respectent pas les conditions d'hygiène et de salubrité pour que ces cas se signalent. André Mamafouda, on était en 2015. Oui. Alors, ça veut dire qu'il y a connaît déjà 2015-2018. Mais je pense qu'il y a un problème. Le tout n'est pas de reconnaître, mais il faut travailler pour l'éradiquer. Voilà. Justement, quand je parle en 2015, il reconnaissait, il y a le phénomène fait son apparition en 2018.
Alors, quand ça n'aura pas marché. Je pense qu'il y a un problème de sensibilisation. On ne peut pas que parler de choléra lorsqu'il faut célébrer la journée. La journée du choléra ou de lutte contre le choléra. On dit aujourd'hui il y a des manifestations, il faut se laver les mains, il faut ceci. Dès il y a que la une journée est journée passée, de lavage de mains. lavage de mains au savon. Voilà. Dès que ces journées sont passées, on revient à des habitudes. On retrouve des habitudes d'antan, c'est-à-dire rester, on peut saluer, on peut manger, on arrive quelque part, on prend 2 beignets, on met dans la bouche, on a fini de saluer Anissé Kane, on a salué Alain Djipou, encore Carlos Minoé, on a salué tout le monde, et on se retrouve là en train de discuter la nourriture en soirée, dans une fête. Mais on demande justement, avant de manger, il faut se laver les mains. Il faut se laver les mains. On n'empêche pas de saluer les gens. Après, d'avoir mangé, on se lave les mains. Oui, Oui. avant même Mais aussi. maintenant, je dis qu'il faut des campagnes de sensibilisation. Il faut de temps en temps rappeler aux gens, même si les habitudes ont la peau dure, il faut le faire. Rappeler que si on ne se lave pas les mains, il faut, vous risquez d'attraper telle maladie. Il faut donc le faire pour éviter d'attraper ces maladies. On devrait ramener dans nos enseignements les méthodes primaires, élémentaires, Basique. parce que je pense que ça n'existe plus. Moi, j'ai assisté à 1 ou 2 ou 3 cours dans les écoles de nos enfants, mais je n'ai pas véritablement entendu un cours ou bien un enseignant prendre 2 ou 3 minutes, dire, bon, écoutez, les enfants, quand vous quittez avant de manger, lavez-vous les mains, ou après avoir mangé, lavez-vous les mains, ou vous faites ceci, vous faites cela. Vraiment, c'est des choses qui arrivent rarement dans ces établissements. Donc, il faut implémenter, accentuer, mettre un accent sur la sensibilisation. Ça permettra à ce qu'on change quand même de mentalité et d'habitude aussi. Voilà. Oui, Alain. À un moment donné, je me pose la question, pourquoi le choléra va et revient? C'est une question centrale. Et je suis un peu amusé pour dire que pour ce qui concerne la pandémie du siècle, le sida, dont parlait Anissé Kane, j'ai le sentiment qu'on soigne beaucoup plus les chiffres de ce côté-là. Parce que derrière cette pandémie, il y a du business. Oui. Et donc, ça circule, les espèces sonnantes et trébuchantes circulent beaucoup de ce côté-là, au point où chaque fois, il faut revoir des chiffres. Bon, est-ce que le sida a aussi des statistiques qui sont... non, je veux dire le choléra, effectivement. Est-ce que le choléra a derrière lui des statistiques aussi effrayantes que celles de la pandémie du sida? Je ne veux pas établir de parallèle, mais je pense que c'est une analyse qu'il faudrait enclencher pour voir que, à un moment donné, là où il y a le business, le message passe plus. C'est un comportement qu'on peut explorer et examiner pour voir comment véritablement mettre des bouchées d'eau pour que le choléra soit bouté définitivement hors des frontières nationales. Vous voulez dire que l'argent fait disparaître la logique? Ouais. Fabien, dis-moi, on va arriver à ce point, on parle du décès, c'est bien cela. Il paraît qu'il y a un danger à manipuler les corps. Oui, véritablement, on ne peut pas... les objets souillés. Oui. Le corps de... Qui est décédé de choléra. Le choléra, non, on ne le manipule pas des mains nues. Il faut mettre les gants. Et c'est ce que les médecins nous renseignent. Donc, c'est ce que les médecins font Même aussi. le corps de quelqu'un qui n'est pas décédé. Et en même temps, donc, vous comprenez bien que quelqu'un qui est décédé, surtout pour le personnel sanitaire, il faut forcément avoir des gens pour le faire. Donc, le risque à ce niveau est plutôt chez les morguiers qui sont là à manipuler les corps à longueur de journée. Ou les membres de la famille. Voilà, les membres de la famille aussi. Donc, on devrait avoir des gants pour éviter d'attraper des maladies, pas forcément le choléra, comme il a dit, il y a bien d'autres maladies. Et parfois, dans nos hôpitaux, on manque de gants. Hein. Jusque-là, faites un tour. Oui, je voudrais dire que on est passé rapidement à la question de Alain, que pourquoi le choléra va et revient. il revient. Parce qu'il y a, je veux dire, des conditions permanentes qui sont des conditions endémiques du choléra. C'est de ça qu'on parle depuis, l'insalubrité, l'accumulation des ordures, etc. Dès qu'on supprime ces conditions de base, je crois qu'on supprime les dangers
des risques de réapparition du choléra. Donc pour traiter à fond, je veux dire à sa racine, le problème du choléra en termes d'épidémie, il faut revoir à la base l'organisation de nos agglomérations, leur assainissement, les problèmes de santé publique, d'hygiène publique qui sont gérés par les communautés urbaines et les mairies d'arrondissement. Donc il faut aller à la base, c'est-à-dire créer, je vais dire, un mur qui empêcherait l'apparition de l'épidémie. Ben, les gens ne se lavent pas systématiquement la main en Europe. Hein. Il n'y a pas de choléra. Pourquoi? Parce qu'à la base, il y a des conditions qui font en sorte que l'apparition de l'épidémie est pratiquement... Les risques sont nuls. Moi, j'ai un peu vécu là-bas. Rassurez-vous, en termes d'hygiène, ils ne sont pas plus avancés. Hein. Laver les mains tout le temps, etc. Je ne crois pas beaucoup. Mais il n'y a pas de choléra. Oui, parce que les dispositions sont prises, en tout cas. C'est-à-dire à la base. Essayer de tout faire pour qu'il n'y ait pas des endroits comme ce que nous avons chez nous. Des tas d'immondices et autres petits lacs qui se constituent et qui favorisent... Nous travaillons en amont. Voilà. Ok. Bon, Fabien Dogo, qu'est-ce que les populations peuvent retenir la première? Non, mais écoutez, on ne devrait pas, nous ne sommes pas là pour alarmer les populations, nous devons simplement dire que il faut respecter les méthodes d'hygiène élémentaires, les méthodes élémentaires d'hygiène, c'est-à-dire se laver les mains et autres, pour éviter d'attraper les maladies hydriques et pas coucher le choléra. Donc c'est ce qu'on peut retenir et voir également les permettre à ce que le personnel médical qui aujourd'hui qui est au quotidien avec ces populations renseigne davantage, ces populations-là augmentent ou accentuent les campagnes de sensibilisation et d'éducation. Ça permettrait à ce que beaucoup de gens ou des patients soient à l'abri de ces différentes maladies. Donc même si on est à l'hôpital, on peut facilement attraper le choléra. Okay. Étant malade, on attrape une autre maladie. Donc tout cela, ces méthodes-là doivent être cultivées pour éviter. Voilà, il est de l'autre côté déjà, Cédric Noufolé pour les titres du 20h. Cédric Noufolé, bonsoir. Bonsoir Serge Allan, bonsoir à vos invités. Voilà, au menu ce soir, qu'est-ce que nous avons? Voici les grandes lignes de l'information à suivre ce soir. Sur la route d'Etoudi 2018, vous allez mesurer la détermination de Joshua aussi. Candidat SDF, il fait partie des 11 postulants ayant fait acte de candidature à l'ECAM. Par contre, d'autres candidats déclarés en début d'année 2018 viennent de se rétracter entre l'absence d'une coalition de l'opposition à cette élection présidentielle et un code électoral critiqué. Bernard Diongan et Hilaire Kamgan expliquent les raisons de leur non-participation à la présidentielle 2018. C'est à suivre dans ce journal. Et nous ferons le point sur ce drame survenu sur la route nationale numéro 3, non loin de Bankomo, vers l'entrée de la ville de Yaoundé, où plusieurs morts ont été enregistrés après un grave accident de la circulation, des accidents qui se multiplient en cette période de vacances et le gouvernement qui est d'ores et déjà interpellé. Également, les conséquences des inondations dans la capitale économique du Cameroun. Vous verrez des images catastrophes concernant les dégâts occasionnés par les inondations dans la ville de Douala. Et à l'international, nous reviendrons sur cette journée consacrée à l'engagement et au volontariat qui marque la vie de Nelson Mandela à travers le continent africain et le monde entier. Voilà, retrouvez donc Cédric Noufolé dans un instant. Et juste après lui, nous allons faire notre débrief habituel avec des thèmes à la une. UPC Manidem Sipipi pour la Tangandi choisit ses hommes. Et en deuxième partie, Etoudi 2018, ils sont déjà 11 candidats à la candidature. Dans un instant, le journal de Cédric Noufolé. Que je ne vais pas évoquer ici, quand vous m'appeliez, il n'y avait même pas l'ombre
d'une circulaire. Je pense, j'ai compris que vous m'invitez certainement pour la présidentielle. Oui. Voilà. Mais on reviendra sur le bien fondé ou non de cette circulaire. Oui, je reste avec vous, Anissé Kane. Le ministre Paul Atangandi a-t-il bien géré cette situation? Alors, ce n'est pas de mon ressort d'apprécier la décision du ministre. En réalité, ce n'est même pas une décision. C'est une lettre l'arbitrage. circulaire. L'arbitrage, voilà. Oui. C'est une lettre circulaire qu'il adresse aux gouverneurs et autres responsables administratifs pour faire le point sur ce que l'administration pense des différents problèmes qui sont au sein du parti. Je rappelle quand même à ceux qui ne le savent pas que c'est l'AT qui gère la partie politique. C'est-à-dire sur le plan de la légalité, c'est du ressort de l'administration territoriale. Mais les partis politiques sont libres de contester les décisions de l'administration territoriale ou des préfets ou gouverneurs. En ce moment-là, ils s'adressent à la justice. Lorsque un parti change de direction, il est tenu, à la suite d'un congrès, d'adresser au ministre de l'administration territoriale une lettre lui apportant les différentes modifications de ses statuts et de sa direction à la suite d'un congrès. C'est ce que nous avons fait à la suite du congrès tenu à Douala le 2 juin à l'hôtel Soumatel. Congrès déclaré à l'administration, à la sous-préfecture, et tenu normalement. Nous avons donc adressé une lettre au ministre de la T lui disant voilà les modifications intervenues à la suite du congrès. Point. Et comme il le fait à toutes les formations politiques qui lui adressent des lettres de changement, il prend acte de ce changement. Le problème se pose s'il y a une contestation. Mais c'est le ministre qui prend acte des nouvelles directions des partis. Le problème qui se pose en ce qui concerne, je peux parler que du Manidem, c'est que pour le moment, le seul congrès du Manidem, à terme, qui est arrivé à terme, la direction est arrivée à terme au mois de mars de cette année, qui se soit tenu, c'est celui qui s'est tenu le 2 juin. Et nous avons adressé au ministre de l'administration territoriale ces lettres de modification de la direction. À l'heure qu'il est, nous n'avons même pas encore reçu la lettre du ministre donnant acte de ce changement. Donc la circulaire intervient avant que nous-mêmes nous soyons notifiés. Voilà, Sylvestre Hippolyte Zangao, est-ce qu'on peut dire que Paul Atangandi a choisi ses hommes? C'est ce qu'il apparaît à première vue, c'est l'impression qu'on a à lire cette lettre. Pourquoi Anissé Kane et non Yabga? Dieu de Dieu. Anissé Kane vous l'a expliqué tout à l'heure, c'est le ministre de l'administration, c'est l'administration territoriale qui est la tutelle des partis politiques qui sont de son ressort. Après, lorsqu'il y a des contestations, les contestataires justement peuvent saisir la justice, mais cette correspondance prête à équivoque, parce que pour prendre le parti d'Anissé Kane, le Manidem, on sait que c'est un parti politique qui est au devant de la scène, dans une certaine actualité, pas toujours saine, depuis un moment donné, des batailles, des guerres, je ne sais pas trop, c'est le positionnement, je ne sais pas, principalement on a dû parler de factions. Oui. Pour le Manidem, pourtant c'est un parti politique qu'on connaît, on a souvent connu comme étant soudé, qui tire, je vais dire, son existence des cendres, ou alors des anciens militants de l'UPC, de la grande famille dont fait partie Anissé Kane. Il y a plusieurs présidents qui sont passés à la tête de ce parti. Il y a Dieudonné Yabga qui arriva à un moment donné, qui avait reçu d'ailleurs la bénédiction et l'onction d'Anissé Kane, qui fait partie des pères créateurs, fondateurs de ce parti politique qu'est le Manidem. Mais on se souvient également que sur Equinox Télévision, là je parle en tant que journaliste, nous avons couvert plusieurs manifestations organisées par Dieudonné Yabga, alors président. Et au cours de ces manifestations, il ressortait que Anissé Kane et d'autres militants de ce parti qu'est le Manidem avaient fait l'objet de suspension, de sanctions. Et après, il était également arrivé qu'Anissé Kane et ceux
qui étaient sous le coup de cette suspension, à leur tour, avaient décidé, selon les expressions utilisées par Dieudonné Yebga, d'aller en dissension et d'aller en opposition de ce qui avait été pris comme décision par le parti qu'est le Manidem, qui était présidé par Dieudonné Yebga. Du coup, à un moment donné, on n'a pas trop compris quel était le jeu de l'administration, mais il apparaissait clairement que c'était un jeu trouble, parce que d'une part, on avait du mal à comprendre que le parti politique Manidem, dont le président est Dieudonné Yebga, fait des demandes de manifestation publique qui ne lui étaient pas du tout accordées. Et lorsqu'Anissé Kane, qui lui était sous le coup d'une suspension, selon en tout cas ce qui nous a été donné de constater, à lui, donc à son Manidem, l'autorisation de tenir ces manifestations était accordée. Donc on ne comprenait du coup pas. Et l'arrivée aujourd'hui, la prise de cette décision du ministre Paul Atanga-Ndi vient simplement davantage conforter ceux qui estimaient déjà que, voilà, je vais le dire clairement, parce qu'il y en a beaucoup dans la classe politique au Cameroun, et même au sein du Manidem, qui estiment que Anissé Kane partise un peu avec le pouvoir de Yaoundé. Donc ce que le ministre Paul Atanga-Ndi a pris comme décision aujourd'hui, peut venir confirmer ça, comme peut ne pas venir confirmer cela. Voilà, Sylvestre, on va revenir là-dessus. Alain Djipo, dites-moi, on va revenir sur l'homme Anissé Kane. On a vu le président Banda Pama, ça ne s'est pas toujours bien passé. Banda Kani, maintenant c'est Dieudonné Yebga. Vous qui suivez, vous qui êtes à Douala depuis, dans la presse écrite, vous suivez le Manidem et Anissé Kane particulièrement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos? Non, je crois que la lettre circulaire du MINACT vient mettre un terme à une dissension. Et le MINACT, comme vous l'avez si bien indiqué, montre à travers cette circulaire qu'il a choisi ses acteurs politiques. Et pour la simple et unique raison que, évidemment, je fais mien du récit de Sylvestre. Effectivement, ça s'est déroulé ainsi. L'extension de Mankomo après le congrès, il y a un certain nombre de camarades de parti de l'ANICE qui avaient été suspendus. Et coup de théâtre, Anissé Kane et ses camarades aussi sont montés au créneau pour mettre en place un comité de réorganisation du Manidem. C'est ce comité qui a travaillé d'arrache-pied apparemment pour déboucher à la tenue le 2 juin d'un congrès qui a porté Anissé Kane à la présidence, n'est-ce pas, du Manidem. Maintenant, de l'autre côté, Dieudonné Yebga, qui était le président depuis 2015, le congrès 2015, indique tout simplement que, en fait, il y a comme un parti pris de l'administration dans le conflit Manidem contre Manidem. Oui. Entendez, Anissé Kane contre Dieudonné Yebga. C'est pourquoi j'ai bien dit, Atanga-Ndi choisit-il ses hommes? Effectivement, la réponse coule de source. Selon Dieudonné Yebga, il n'est pas sur ce plateau, je ne suis pas non plus son mandataire, mais pour avoir suivi également ses propres déclarations, il est clair que l'administration a choisi son camp. Parce que je ne trahis aucune confidence ici, pour dire que au plus fort de cette crise, le préfet du Vouri a convoqué tous les protagonistes du Manidem pour une séance, on va dire, d'exorcisme, de réconciliation, qui malheureusement n'a pas prospéré. Parce que les uns et les autres, chacun campait sur ses positions un peu extrémistes. Personne n'a voulu faire de concession. Et selon Dieudonné Yebga à ce moment-là, l'autorité administrative indiquait clairement que Anissé Kane a les faveurs, n'est-ce pas, de l'administration. Oui. Et pour être plus cru, il s'est beaucoup dit qu'en réalité, cette décision était même attendue parce que on récompense un peu ceux qui sont au service du régime et qui se retrouvent tapis à l'ombre de certains partis politiques. Ça, c'est quelque chose qui se dit également. Donc, c'est les accusations. Moi, je ne peux pas apporter la preuve de toutes ces allégations. Je dis, dans cette affaire, il faut quand même qu'on sache raison garder. Il y a une organisation politique qui existe, un parti politique, c'est une association politique qui a des statuts. À un moment donné, il y a eu des débats au sein du Manidem parlant des statuts, où M. Anissé Kane et les autres estimaient que
le Manidem n'a pas besoin d'épiloguer sur les statuts. À un moment donné, le leadership au Manidem, il n'y a pas de président à vie, il n'y a pas, donc tout est dynamique là-bas. N'importe quel militant peut devenir leader, prendre des engagements qui donnent des orientations à l'avenir du parti. Donc, à un moment donné, donc, à cause de certains malentendus, parce que internes au parti, il y a eu dans ces factions qui ont eu pignon sur rue, et aujourd'hui, le MENAT a tranché en tant qu'autorité de tutelle. Voilà, Flavien Demour, dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de voir les choses, où le MENAT a résolu un problème, parce que les gouverneurs jusque-là étaient un peu trop en difficulté? Quelle faction invitée lors des cérémonies officielles? Oui, comme vous le savez, chaque fois qu'il y a un problème, il faut trouver la solution. C'est juste un milieu. Si c'est résoudre un problème, c'est une possibilité et c'est une bonne chose. Mais seulement, je connais Anissé Kane. Pendant des moments aussi importants du pays, il y a quelques années quand même, toujours au devant de la scène avec des mouvements organisés par le Manidem et avec en tête de pro Anissé Kane. Mais ce que je voudrais comprendre en même temps, c'est que lorsque Anissé Kane confie, je dis comme ça, la présidence du parti à... Il confie? C'est sa propriété? Après une élection, bien entendu. Ah, oui. Non, le mot instant, c'est Flavien Valodou. C'est l'impression que nous avons pourquoi au Manidem. J'ai dit confier pourquoi? Parce que le Manidem, c'est la propriété de Anissé Kane. Quand je dis confier, c'est parce que après cette élection qui a conduit à la tête du parti Dieudonné Yebga, Anissé Kane a donné l'onction, il a salué, il a apprécié, il a encouragé. Oui. C'est un peu confier quelque chose à quelqu'un. Il dit, bon, ok, j'ai géré, maintenant c'est à ton tour de le faire. Alors, il y a un volet important dans un parti politique comme dans toute organisation, la discipline. Alors, si les responsables du parti constatent qu'il y a quelques dérives et qu'on peut sanctionner quelqu'un, je ne pense pas que ça devrait donner la possibilité tout de suite à ceux qui ont été sanctionnés d'aller crier autre chose ou tout au moins... Sanctionner ceux qui les ont sanctionnés aussi. Peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, pourquoi le faire? Organiser un autre congrès, créer une autre faction du Manidem pour aboutir à ce qu'on observe aujourd'hui et qui remet en posture Anissé Kane comme le seul à prendre la parole en public au nom du Manidem. Voilà, Anissé Kane, je reviens à vous. Oui. Et une chose, est-ce que Anissé Kane, ça se dit, vous savez, Equinox Soir, on dit ici tout haut ce que les gens pensent tout bas. Oui. Est-ce que Anissé Kane, vous êtes au service du régime? Ça fait sourire. Vous savez, une analyse partie sur de fausses informations n'a plus de crédibilité. Tout ce que Alain a raconté là est complètement erroné. C'est un journaliste. Oui, mais justement, le devoir d'un journaliste, c'est de chercher absolument à connaître la vérité. La suspension de Yebga est antérieure à ces réunions de Banco. C'est bien avant les fameuses réunions, parce que moi, je n'ai aucune information sur ces réunions, ces fameuses réunions dont il parle de notre sanction, que une grande partie des principaux cadres du parti a suspendu les organes du parti. Donc, la suspension des organes est antérieure aux sanctions dont parle. Donc, vous voyez que dès qu'on a cette information, tout revient à l'envers. C'est-à-dire que l'intrusion de la réunion de Bancomo vient comme pour contrecarrer la suspension des organes dirigeants. Donc, pourquoi vous n'étiez pas à la réunion de Bancomo? Alors, non, justement, ne me posez pas ce genre de questions. Puisqu'à partir du moment où on a suspendu les organes de direction, il n'y a plus de réunion des organes de direction. Une analyse doit tenir sur des faits. Vous suspendez en tant que... C'est une réunion des cadres du parti qui a décidé de la suspension du président des organes dirigeants, c'est-à-dire du bureau politique, en réalité dont le président est le chef, et du comité national de coordination qui est en fait l'assemblée de direction. Donc c'est antérieur. Ça veut donc dire que toute l'analyse que vous faites là tombe, n'a plus de sens.
puisque vous semblez dire que la suspension de Yegba intervient comme pour rectifier notre sanction. C'est faux. Les faits sont là. D'autant plus que dès qu'on fait cette réunion et qu'on décide de cette suspension, nous informons l'administration territoriale de la suspension de nos organes dirigeants. Ce que je dois ajouter, et ce que Yegba ne vous dit pas, c'est que les statuts n'ont pas été adoptés au dernier congrès. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il ne peut même pas s'appuyer sur ces statuts pour dire qu'il tient une réunion et qu'il suspend des camarades. Ça, c'est la forme. Mais dans la vie, ce qui est important, c'est le fond. Oui. Vous savez, tout le monde peut se prévaloir de tout. Mais dans la vie, il faut avoir la légitimité, la légalité et la capacité. Si vous n'avez pas ces trois éléments, vous ne pouvez pas avoir la maîtrise de la situation. Je ne crois pas, si on est juste, que Yegba a une légitimité dans ce parti. Premièrement. La légalité, à savoir qu'à partir du moment où les gouverneurs qui sont chargés de gérer les partis ne lui donnent plus sa légalité, il n'a pas. Ce n'est pas lui qui décide de sa légalité. Il faut être sérieux. C'est l'administration. Ensuite, la capacité. Vous pouvez avoir la légitimité, vous pouvez avoir la légalité, mais ne pas avoir la capacité de maîtriser la situation. Bon, je serais péremptoire en disant... Quand vous parlez de légitimité, par exemple, et comment est-ce qu'il a fait pour être élu? Si vous estimez qu'il n'est pas... Non, il n'a pas été nommé quand même. Il n'a pas été nommé. Il a été élu. Moi, je crois que il ne faut pas que Anissé Kane nous enfume sur ce plateau. On sait très bien qu'il était présent au congrès de 2015, oui, qui a porté Dieudonné Yebga, élu comme président du Maliden. Vous n'y étiez pas, Je n'ai pas, s'il vous plaît, oui. Quand vous parlez, je vous écoutez religieusement. Oui. Je ne suis pas membre du Maliden pour assister systématiquement à vos réunions. D'un. De deux, je suis journaliste. Je ne suis pas obligé de couvrir tous les événements, mais je peux aussi m'informer de ce qui se passe. Mais vous êtes mal informé sur la chronologie des événements. Alors, laissez-moi poursuivre. Le dernier congrès du Maliden qui a vu porter Dieudonné Yebga à la présidence du Maliden, vous y étiez là. Vous y étiez. Oui. Ça s'est passé sous vos yeux. Et il a été élu président. Aujourd'hui, je suis quand même sidéré d'apprendre que ce monsieur n'avait pas de légitimité. La légitimité viendrait de qui? Si ce n'est de vous. Je vais dire, vous, monsieur Anissé Kane et vos camarades. Et des cas du parti. Oui. D'accord. Moi, c'est donc le problème sur la légitimité se pose. Et la légalité ne se pose pas du tout. Le problème de fond, c'est simplement que, bon, il a semblé vouloir indiquer qu'il y a eu d'abord une suspension du bureau avant la suspension des sanctions de Bakom. Naturellement. Ce sont les faits. Bon, maintenant, il semble que ceux qui décident de suspendre l'organe dirigeant anticipent parce qu'ils savent déjà qu'en Bakobo, il y aurait un truc. Ça, c'est ce qui se dit de l'autre côté. Oui. Je ne suis pas membre du Manilem. Je le dis encore sur ce plateau. Oui. Donc, ça, c'est des informations qu'on peut vérifier auprès d'autres camarades manidémistes. Oui. Alors, M. Anissé Kane, comme il est un pion du régime, comme il se dit, moi, je n'assume pas ça. Comme il est un pion du régime. Oui, c'est ce qui se dit. C'est une affirmation. Non, c'est ce qui se dit. Je relève ce qui se dit. Oui. Donc, si vous voulez, j'utilise les guillemets pour citer ce qui se dit. Donc, ce n'est pas mes propos. Il serait voilà. Donc, pour indiquer qu'en réalité, il part donc avec le coup de pouce de l'administration contre Dieudonné Yebga. Sylvestre Zangao a brossé un peu le tableau. Où, au plus fort de cette crise, on constate, nous sommes des journalistes, on n'a pas besoin d'avoir un parti pris dans les querelles intestines d'un parti politique. Donc, alors, nous avons tous constaté qu'à un moment donné, lorsque Anissé Kane organise une réunion, l'administration valide, on donne... enfin, c'est pas une... La déclaration est faite, il a ouvert le siège et s'est déplacé. Le jour où c'est social. Dieudonné Yebga organise une manif, la police accourt, la police vient, on empêche tout. Okay.
jusqu'à ce que même l'affaire soit portée en justice et Dieudonné Yebga a été débouté. Le congrès a pu se tenir le 2 juin. Oui. Donc je voulais dire, il sait très bien que je suivais cette affaire. C'est pour cela qu'avec les politiques, les hommes politiques du Cameroun, il faut se méfier. Ok. Rapidement. Dans la circulaire, la lettre circulaire du ministre de l'Administration territoriale, il y a quelque chose qui est assez criard et qui peut corroborer ici le rôle, le jeu trouble du ministre de l'Administration territoriale qu'il est. Quand vous regardez l'UPC, Robert Bapor-Lipot, qui est le secrétaire qui lui-même était à peu près dans les mêmes conditions qu'Anissé Kanès, ça veut dire qu'il avait été suspendu par son parti politique, est celui-là qui, depuis qu'il est venu aux affaires, au secrétariat général de l'UPC, a toujours appelé pour une mobilisation et un ralliement pour le président, pour le candidat du RDPC, qui est Paul Biya. Ensuite, vous prenez une parenthèse, même l'actuel secrétaire général, Baléguel a appelé pour... Voilà. Donc, entre les deux, pour la Tangandji a tranché pour... Et tout le monde connaît la proximité entre Baléguel et Bapor-Lipot, contrairement à Madame Abiba, qui, elle, disait que l'UPC doit avoir son candidat et l'assumer. Or, vous voyez que la circulaire du ministre Tangandji lui interdit également de prendre la parole, au nom de l'Union des populations du Cameroun. Vous prenez le CPP. Aidez-moi un peu. Dita Samuel Fon. Dita Samuel Fon. Depuis 2017, le CPP, à la veille de la fête de l'unité, a toujours annoncé que le CPP ne prendrait pas part au défilé. Mais Dita Fon est celui-là qui a toujours fait lire un communiqué au poste national la veille de ce 20 mai pour dire que le CPP va prendre part au défilé. C'est lui. Donc le choix était facile c'est lui qui est validé par Paul Atangandji. Il y a quel autre parti politique? Non, l'UPC, le Manidem et l'UPC, le Manidem. Voilà. Vous prenez le Manidem. On sait que Dieudonné Yebga est en opposition, je ne vais pas dire farouche, avec le régime de Yaoundé. C'est lui qui a le bec cloué aujourd'hui, on va un peu le dire comme ça. Donc, tous ces éléments viennent un peu ajouter de l'eau au moulin de ceux, que ce soit dans la classe politique ou dans l'opinion publique, ou même parmi au sein de la presse, qui estiment que l'administration a Tangandji ici en train de jouer un rôle trop, et que oui, on peut le dire sur la base de ces éléments, qu'il a choisi ses camps, il a choisi son camp, il a choisi ceux avec qui il veut le faire. Voilà. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question, Anissé. Oui, non. Êtes-vous au service du régime? Je ne réponds pas à des questions qui n'ont pas de sens par rapport qui n'ont pas de sens par rapport à mon engagement politique. Elle n'a aucun sens. Comment ça? Mais parce que c'est du non-sens. C'est du non-sens. Je ne sais pas. Vous organisez, Alain Dippo vous l'a dit, vous organisez, lorsque vous organisez vos manifestations. Attendez, justement. Vous n'avez pas de problème avec l'administration, mais lorsque Dieudonné Yebga veut organiser sa manifestation, on voit la police qui saute dessus. Je vous rappelle que, en matière d'interdiction des manifestations du Manidem, jusqu'à une certaine période, mais depuis un certain temps, non, on vous a vu. Attendez. Je voulais dire que quand on fait une analyse, on part des faits. S'il y a une antériorité de la suspension des organes, vous comprenez que l'administration est embarrassée lorsqu'il y a une décision postérieure à la première. Vous avez anticipé, c'est ce que j'ai dit. Bon, ben ça on appelle ça... C'est dit dans vos milieux. On appelle ça une conclusion... Non, c'est pas une conclusion. On appelle ça une conclusion subjective, premièrement. Anissé Kanès, vous savez très bien... Est-ce que je peux... je vous permettez que je place juste un petit mot. Vous savez très bien que, au sein même de votre formation politique, la décision que vous avez prise, vous, suspendant le bureau, était juste une anticipation, parce que vous saviez qu'on devait vous suspendre. Bien sûr, évidemment. C'est ça qui est dit. C'est ce qu'il y a vous dire. Naturellement. Et quand je relève ça ici, vous dites que je ne maîtrise pas les faits. Je suis désolé. Oui, vous ne les maîtrisez pas. Je suis désolé, c'est votre opinion. Oui, permettez-moi d'en avoir une. Allons-y. Monsieur Dippo, je vais vous dire, la position de Tangandji ne change rien à nos options politiques. Vous savez, je me suis inscrit à l'UPC en 1974. Pas pour faire le multiplication de la démocratie, c'était sous la dictature d'Aïdjo. En 1990, c'était sous le régime
policier de Paul Biya que j'ai été traîné au tribunal militaire. Ça, c'était à l'époque, mais en 2018. Attendez, en Il peut encore 2015, avant le congrès, je ne sais pas si vous connaissez M. Yebga. Yebga a été porté à la tête de notre parti par un consensus de l'ensemble des cadres qui l'ont démis de ses fonctions. C'est ceux-là même qui ont promu Yebga, qui lui ont enlevé cette légitimité. Je ne voudrais pas citer des noms ici. Il n'y a pas eu de vote au Congrès pour que Yebga soit président. C'est le consensus des cadres du parti qui ont estimé qu'à ce moment précis, on met Yebga à la tête du parti. Donc la légitimité dont je parle, c'est nous, ces cadres, qui ont suspendu Yebga, qui la lui ont donné au Congrès. Il n'y a pas eu de vote. Parce que, dans les conditions actuelles, il y a un certain nombre de cadres du parti qui ne pouvaient pas le diriger pour les fonctions qu'ils occupent. Vous les connaissez. Le président du syndicat de journalisme est un cadre de haut vol qui n'a rien à voir avec M. Yebga. Il n'aurait pas pu être président du Manidem. Donc, cette légitimité dont je parle, elle a un sens. Vous dites que vous lui avez donné la possibilité de diriger le Manidem. Mais vous ne comprenez pas que pour des raisons sérieuses, cette même légitimité lui soit retirée. Vous ne comprenez pas ça. Vous pensez que à partir du moment où on est président d'un parti comme le Manidem, du fait qu'on a été président du Manidem, on est en droit de faire n'importe quoi, sous le seul prétexte qu'on était porté à la tête du parti. C'est cette disposition qui a permis, je finis rapidement. Oui. Je le disais souvent ici sur le plateau. Si j'avais été à la place de Yebga, ces décisions n'auraient rien changé. Et ne doivent rien changer. Un, il a la possibilité de l'attaquer. Deux, la possibilité d'exister. Vous savez, l'UPC Manidem a été longtemps interdite parce qu'il y avait l'UPC. C'est la création du Manidem qui a permis qu'on sorte de ce... Donc vous demandez à Dieudonné Yebga de créer... Qui a permis de ce Tamboyambini. Je vous rappelle, si vous êtes journaliste, allez consulter les archives, que lorsque nous créons le Manidem, on dit exactement la même chose qu'on dit aujourd'hui. Que le Manidem est au service de l'administration qui détruit l'UPC. Oui, exactement la même chose. Oui, rapidement, on va sortir avec l'étude 2018. Déjà 11 candidats à la candidature. Vous n'êtes plus candidat après 2004, 2011. Pourquoi? Ce n'est pas ma décision. Vous savez, vous parlez du Manidem comme vous parlez peut-être des autres partis. Non, parce que vous avez toujours été. Ce n'est qu'Anissé Kane qu'on a toujours vu. Vous auriez accepté que quelqu'un d'autre soit candidat? Il y a eu 2 élections présidentielles. Oui. En 2011, il y a eu des primaires, il y avait 4 candidats à la candidature. Oui. 4, dont Dieudonné Yebga et Abba Akpama. Oui. Donc ce n'est pas une décision d'Anissé Kane. C'est une décision du parti de porter que tel camarade porte les suffrages du parti. Maintenant, en 2018, qu'il n'y a plus de forte tête à vos Manidem, puisque Yebga, vous pensez que quelqu'un d'autre aurait pu vous challenger? Vous pensez que Denis Koubou, ce n'est pas une forte tête? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais vous dites qu'il n'y a plus de forte tête. C'est ce que j'ai dit. Vous pensez que Jean-Baptiste Ketchaten, ce n'est pas une forte tête? Parce que vous dites qu'il n'y a pas d'autre tête, forte tête. Donc vous pensez que la forte tête du Manidem, aujourd'hui, serait Dieudonné Yebga? Est-ce que vous auriez accepté autre chose? Un autre candidat? Pourquoi c'est toujours vous? Je vous ai dit qu'en 2011, il y a eu des primaires, dont Abba Akpama, président du parti, et Dieudonné Yebga, candidat, et la direction du parti a choisi Anissé Kane. Le président était candidat à la candidature. Donc, faut pas imaginer. On aurait vu un scénario autre pour 2018? Absolument. Plus grave, je vous donne ce qui s'est passé. Qui était directeur de campagne en 2011? Dieudonné Yebga. Vous savez, donc, il faut mieux comprendre la situation avant de vous en tenir au cancan du quartier qui sont justement souvent à l'ordre du jour. Mais Anissé Kane, ceci n'est pas un cancan quand on sait que
de Pierre à Banda Pama, d'abord Banda Kani, ensuite Pierre à Banda Pama, jusqu'à Dieudonné Yebga, et tout récemment Dieudonné Yebga. Pourquoi toujours entre J'ai posé la question, il n'a pas voulu répondre. Et Anissé Kane, il y a toujours eu des c'est toujours Anissé Kane. Ça veut dire que c'est eux, les mauvais militants du Manidem, et Anissé Kane, c'est le bon militant. Où se trouve actuellement Non, peut-être pour ajouter, il s'est dit c'est lui qui tire les ficelles. Comment? Il a peut-être pour ajouter, en tout cas, il s'est dit que c'est lui qui tire les ficelles. Chaque fois qu'il peut avoir un autre dirigeant, il ne supporte pas le voir. Et l'une des plaintes, devant la scène, et il est obligé de certains cadres du Manidem, c'est que quand il faut... Je ne vais pas donner des noms. Bah, moi, je vous donne des noms. Donnez des noms. Vous êtes libre. Je suis pas obligé de les citer, moi. Bah, parce que justement... Certains cadres du Manidem... Non, il n'y a pas de fou. Il n'y a pas de fou. Vous savez que vous avez beaucoup de cadres chez vous, non? Parce que vous connaissez qui sont vos... Je vous ai cité deux que vous connaissez particulièrement. Citez-moi... Ils sont nombreux, les quos, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ok, rapidement. Donc, moi, je voulais dire que, en fait, la plupart des cadres du Manidem estiment que depuis la création, je crois en 95, sauf si je m'abuse. 95. 3 mars. Oui. Jusqu'à nos jours, le Manidem n'a pas engrangé un résultat électoral motivant. Bon, il y a beaucoup d'explications qu'on peut trouver à ça. On parlait du code électoral, on peut parler de beaucoup. Mais le résultat reste constant. C'est que depuis 1995 jusqu'à maintenant, en matière électorale, le Manidem n'a même pas un seul conseiller municipal. Et certains manidémistes, j'y arrive, estimaient qu'il était temps de revoir un peu, de réorganiser un peu l'affaire et lui donner plus d'envergure de telle sorte qu'au moment des élections, que le Manidem remporte des sièges quelque part dans la République. Nous avons gagné 3 sièges dans Mombo Sud qui ont été volés par le RDP. Bon, ça c'est... Voilà, merci, cher monsieur. Merci à vous, Flavien Balondogo. C'est moi qui vous remercie. Vous m'avez donné la possibilité de dire ce que je sais, c'est-à-dire parler de la santé en fait, et surtout du choléra. Alain Djipo, merci d'être passé. C'était un exercice très intéressant. J'espère que l'expérience sera renouvelée. Voilà. Sylvestre Hippolyte Zangao, merci d'être passé également. Merci Serge Alain de m'avoir reçu sur votre beau plateau. Voilà. On va terminer par vous, Anissé Kane. Merci beaucoup pour rappeler qu'à 17h, à 13h, lorsque je vous appelle, pour que ce soit clair, la décision n'était pas encore tombée. Je n'étais pas dans les... Je ne savais pas que ça allait tomber à 17h. Sauf si vous êtes dans les secrets du ministre. Non, du tout. Vous voyez qu'on peut faire des déductions aussi. Voilà. Merci, madame, monsieur. C'était Equinox Soir. Bonsoir.